Ben, bonsoir. Ben, je sais que j'ai un groupe ça là ce lundi, sérieusement, il était comme. Bon. Mais il y a un super beau sujet, donc je vais vous parler de ce projet-là. En fait, j'aurais aimé ça être avec Johnny Pacha, mais il ne serait pas ici aujourd'hui. Johnny Pacha, c'était les deux personnes qui faisaient la co-animation du groupe et ils ont vérifié la présentation et bon, c'est vraiment consensuel ce que je présente aujourd'hui. C'est moi qui ai. Bon, je suis habituée de te voir avec. J'ai quitté, et on va la faire. Il y a peut-être le petit code de part, là, il faut y aller disponible. Ça n'a pas changé de mon côté non plus. Regarde, j'ai changé. OK, parfait. OK, bien, je vais faire le contexte là, assez rapidement, juste pour vous dire, commencer que les jeunes trans et autochtones et les jeunes bispirituels, bien, ils subissent multiples formes de violence. Et en fait, ce qu'on trouve intéressant, c'est vraiment de regarder l'expérience des jeunes trans et autochtones. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui parce que on a un temps limité, mais on voit beaucoup de la littérature autour des personnes bispirituelles. Mais le terme bispirituel, en fait, ça inclut vraiment plusieurs identités. Et je voudrais que c'est important de vraiment regarder c'est quoi l'expérience des jeunes personnes trans et autochtones parce que ça peut apporter en fait des difficultés ou des forces qui sont différentes en fait des jeunes qui vont être de la diversité sexuelle par exemple. Donc on voulait vraiment s'intéresser à ça. On sait que aussi les personnes autochtones sont plus à risque de subir des traumatismes, trauma intergénérationnel, violence interraciale, crimes violents, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de s'intéresser à cette intersection des deux populations-là. Bon, on a parlé quand même beaucoup du colonialisme aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous connaissez ça. Et puis, on a vu dans une recherche précédente avec Ed puis avec Maxime Padoul que les jeunes vont vivre ces enjeux-là qui habitent sur réserve ou à l'extérieur des réserves. Il faut comprendre en fait ces jeunes-là comme étant une population très, très hétérogène, mais qui peuvent vivre des enjeux similaires d'une part et d'autre. Donc, ça, c'est notre contexte plus recension des écrits. Et là, ce qui s'est passé avant la pandémie, c'est qu'on a Projet 10, qui est un organisme communautaire à Dodgeville, à Montréal, qui, eux, commençaient à avoir de plus en plus de jeunes personnes trans et autochtones qui se présentaient dans leur service. Donc, ils nous ont contactés, ils ont dit « Hey, est-ce qu'on pourrait développer un projet de recherche ensemble? » Et là, ça a été vraiment, vraiment long parce qu'il y a la pandémie qui est arrivée. Donc, puis vous savez, ce genre de projet-là, ça ne se développe pas comme sur un coup de vent. Si on veut vraiment faire bien les choses avec les populations autochtones, il faut vraiment comme faire du par et pour. Et donc, ça a été un projet qui était extrêmement, extrêmement long à réaliser. On a eu en fait des assistants de recherche qui ont eu le temps de finir leur contrat, puis d'en embaucher d'autres avant qu'on soit capable en fait de faire le projet. Et on a même été capable d'aller chercher une petite subvention, connexion, excusez-moi, non, engagement partenarial pour faire ça. Mais donc, c'était vraiment pour répondre aux besoins de Projet 10, puis essayer de mieux comprendre en fait le besoin de ces jeunes-là et comment on peut développer des services qui sont appropriés pour que par la suite, Projet 10 peut continuer à offrir ces services-là. Bon. Alors, les objectifs du projet, c'était d'acquérir une compréhension détaillée des expériences de ces jeunes-là, urbains, comment ils définissent, c'est quoi les défis spécifiques, c'est quoi leur résilience, des choses comme ça. Mais on est vraiment entré dans une idée que la recherche doit arriver à un changement. On ne voulait pas juste faire des entretiens. On avait déjà fait des entretiens dans le cadre d'une autre recherche. On voulait vraiment travailler dans une approche qui allait mobiliser un peu le changement. Donc, le deuxième, c'était d'offrir un espace aux jeunes pour discuter, faciliter un processus de changement de structure et d'environnement qui, elles-mêmes, identifieraient comme étant oppressif. Voilà. Donc, pour ce faire, on a étudié une combinaison de méthodologies autochtones, puis une méthodologie de recherche action sociale. Je vais passer assez vite, mais c'est quand même vraiment hyper intéressant comme méthodologie. Moi, je m'intéresse aux méthodologies. C'est super intéressant. Pas de quoi en parler, mais en fait, peut-être que je peux passer à la prochaine slide. Voilà. La recherche action sociale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une méthodologie qui consiste à trouver c'est quoi les problèmes, pourquoi ces problèmes-là existent, et le pourquoi est vraiment, vraiment important, parce que si on passe à côté du pourquoi, en fait, on va juste se ramasser avec des problèmes individuels. Quand on pose la question pourquoi, vous l'essayerez ce soir à la table avec vos amis, vous posez la question pourquoi, ça va vous emmener plus loin, encore plus loin dans les causes structurelles. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on fait le quoi, le pourquoi, après ça, on a identifié des facteurs structurels et on va aller vers le comment pour emmener les gens à se mobiliser. Puis après ça, on commence.
si on a le temps. Par contre, ça, c'est une méthodologie qui est très coloniale, dans le sens où ça n'a pas été développé sur le plan autochtone, donc on a voulu s'assurer que ce soit culturellement adapté. Donc, on a mixé ça avec une méthodologie autochtone. Et donc, on a tenu ce genre de processus-là sous la forme de cercles de parole. Donc, des cercles de parole, c'est des groupes, en fait, mais au lieu de faire juste un focus group où tout le monde parle un peu en même temps, tu sais, bon, quand tu as une idée, tu parles, puis cette nuit-là, quelqu'un prend les notes, tout enregistre. Un cercle de parole, ça va vraiment une personne à la fois. Et puis, il faut écouter ce que la personne a dit. Puis, on fonctionne souvent avec un bandeau de parole. Donc, on a utilisé cette méthodologie-là. C'est co-animé par deux jeunes bispirituels et ou trans et autochtones et deux aînés, deux personnes aînées. Une personne aînée au début, et puis après ça, il y a une autre personne aînée qui s'est jointe au travail. Et puis, la personne aînée était là pour ouvrir le cercle, était là pour fermer le cercle, mais aussi pour faciliter la discussion quand ça arrivait avec dans le bâton pour cette personne-là, c'est aussi parler et s'exprimer. Donc, vous comprendrez qu'ici, on a développé en fait des compréhensions qui sont très, très groupales de l'expérience de ces jeunes-là. Oui, c'est ça. On peut passer à la prochaine. Oui, OK. Là, c'est vraiment minuscule, mais ça vous montre en fait toute la planification. Donc, si vous voulez avoir le PowerPoint, je vais vous l'envoyer. Mais ce qu'on a fait, c'est 21 rencontres au total. Donc, c'est quand même beaucoup, mais on n'avait pas du monde tout le temps. Il faut savoir que quand tu fais ce genre de méthodologie-là, puis que tu as des principes qui disent ben, les gens peuvent participer quand ils veulent, ils peuvent définir eux-mêmes leurs problèmes, ils peuvent penser à leur changement, ben, ça fait que s'il n'y a personne, ben, c'est tout, attends. Donc, c'est arrivé souvent où est-ce qu'on était, moi, les deux jeunes personnes, la personne aînée, puis on restait ensemble, puis on attendait 2 heures de temps, puis bon, personne vient, puis on revient la semaine d'après. Donc, il faut vraiment être patient, en fait, puis dire, ben, les gens qui en ont besoin, ils vont finir par venir, puis c'est correct. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait 21 rencontres. On n'a pas eu des gens à toutes les 21 rencontres et on a un total à peu près de 9 personnes différentes, là, incluant l'équipe d'animation, qui n'est pas moi parce que je n'étais pas dans l'équipe d'animation. Moi, je prenais les notes à l'extérieur. Pourquoi je prenais les notes à l'extérieur? C'est qu'en fait, quand on prend un cercle de parole, ben, au début, on avait pensé que les deux co-animateurs et animatrices allaient prendre les notes. Mais quand on commence un cercle de parole, on ne peut pas sortir. Fait que ça veut dire que la première rencontre, on n'a pas pris de notes. Mais on a quand même eu des données parce qu'on a demandé aux gens d'écrire sur des post-it avant de partir. Fait qu'on a eu quand même la donnée, mais vous voyez, c'est pour ça qu'au final, c'était plus les chercheurs, les co-chercheurs qui étaient là pour prendre des notes à l'extérieur du cercle pendant que les gens parlaient à l'intérieur. Voilà. On va passer à la prochaine. Donc, je vous dirais que ce qu'on a trouvé dans les données, c'est qu'on a comme 3 grands piliers de difficultés qui se sont produites. Là, je vais y aller vraiment rapidement. Un manque d'éducation, je vais vous les définir dans une seconde avec des citations, où est-ce qu'on voit qu'il y a un manque en fait de compréhension de c'est quoi la réalité des personnes autochtones et des spirituels trans qui sont liés au colonialisme. On a un manque d'espace sécuritaire, c'est les gens qui ne sont pas capables de justement aller parler de leur vécu et puis aller chercher des services d'affirmation de gens qui sont sécuritaires, un peu comme on parlait avec la présentation ce matin avec la clinique Mauve. On a une enjeu ici, vous allez voir, ça fait le test parce qu'en fait, c'est avec elle qu'on essaie de développer les services pour les jeunes trans et autochtones. Et on a aussi le manque de représentation, c'est-à-dire que si on ne peut pas se reconnaître, c'est vraiment difficile d'aller chercher des services. La prochaine. Donc, si vous avez là, vraiment un petit peu plus de détails sur ce que fait, on a eu un manque d'éducation. Bon, on a ici comprendre la distinction, les préjugés pour les personnes transféminines. Les préjugés sont nombreux à cause du manque d'éducation sur les réalités queer et trans, qui découlent des pensionnats et de l'épidémie du sida. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'à l'intérieur des communautés, il n'y a pas de compréhension des identités trans, comme il n'y en a pas à l'extérieur non plus souvent, mais à l'intérieur, c'est encore plus difficile parce que justement, il y a eu tous les ravages des pensionnats du colonialisme qui a effacé, en fait, l'identité des personnes bispirituelles. Parce qu'auparavant, les personnes bispirituelles étaient des gens qui étaient célébrés dans les communautés. C'était des gens qui avaient un rôle particulier. Et là, ben, ça a été finalement effacé. C'est ça. Donc, on a une perte et une absence de connaissances sur les identités. Puis, on a un manque aussi d'informations disponibles et accessibles qui va nuire à la découverte, à la compréhension de ces identités-là. Donc, c'est assez difficile pour les personnes trans et autochtones, finalement, même d'être capable de s'affirmer parce qu'il n'y a pas on n'a pas de connaissances. Manque d'espace sécuritaire, encore une fois, c'est les ravages du colonialisme qui ont causé plusieurs problèmes. Les espaces sécuritaires, je dirais que c'est problématique. Les jeunes en ont quand même beaucoup parlé, surtout à cause de la violence latérale, parce qu'en fait, il y a de la violence latérale entre personnes bispirituelles, mais aussi entre membres de la communauté en général, qui va faire en sorte que les gens
peuvent pas discuter de leur vécu. On a aussi une exclusion d'espace culturel. Donc, les personnes dans le groupe nous disaient que pour guérir, pour bien se sentir, ben, ils voulaient accéder aux cérémonies, par exemple, ou aux sudations, aux cérémonies de sudation. Mais en tant que personne bispirituelle, ben, à cause du colonialisme, ils n'étaient pas acceptés dans ces endroits-là. Puis, si je pense à des cérémonies, c'est très, très genré dans les cérémonies. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans ma nation, les hommes rentrent d'un côté et les femmes rentrent de l'autre. C'est genré comme ça. Fait que, quand tu es une personne bispirituelle, puis que tu veux aller faire une cérémonie, ben, comprenez que c'est extrêmement difficile de rentrer dans ces espaces-là. Donc, c'est pas sécuritaire. Il y a aussi des manques de services psychosociaux, là, comme on a vu, qui sont culturellement adaptés parce qu'on comprend la santé comme étant quelque chose d'autre. C'est très, très holistique, donc on n'a pas ça. Et puis, il y a aussi des environnements qui sont hostiles dans d'autres sphères de la vie des jeunes, là, comme les sports. Fait qu'on a parlé de plusieurs types de... Il me reste 3 minutes. Peux-tu changer de... OK. Manque de représentation, ben c'est ça, je vous en ai parlé un petit peu, mais c'est l'effacement, en fait, des identités Two-Spirit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a ressorti comme étant un problème. Les systèmes en place sont pas conçus, en fait, pour permettre la représentation des personnes autochtones ou Two-Spirit dans les institutions. Puis, c'est difficile parce que comme il n'y a personne à l'intérieur, ben, il n'y a personne qui comprend, donc finalement, ça amène un problème de service. Vous voyez, c'est comme un espèce de cercle vicieux, le manque d'éducation, le manque de représentation, puis le manque de safe space. Ouais. Je vous laisse lire, là, je veux m'en aller aux solutions parce que je vous ai dit tout à l'heure que la recherche action sociale, c'est quoi, pourquoi, puis comment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'à travailler avec ces jeunes-là et trouver en fait, leurs 3 piliers, je vous dirais, de difficulté, ce que ça les a emmenés à comprendre, c'est que les problèmes pourraient, a priori, avoir l'air de problèmes individuels. Hein, j'ai de la misère à accéder des services, j'ai de la misère. Non. En fait, c'est des enjeux qui sont très, très structurels. Et donc, les jeunes ont décidé qu'ils pouvaient eux-mêmes changer ces situations-là et ont décidé, en fait, de mettre en place certaines actions. Là, je vais juste vous donner certaines, on va un petit peu là, au niveau du brainstorming. Ça, c'est toutes les choses qui sont sorties. Par exemple, faciliter l'accès à l'emploi, mettre en place des espaces physiques virtuels, créer des outils de sensibilisation, faciliter l'accès à d'autres sphères comme le milieu culturel, etc. Mais je vais vous parler en détail plus de 2 trucs qui sont vraiment intéressants, vraiment cool. Alors, première chose qu'ils ont décidé de faire pour contrer le manque de représentation, le manque d'éducation, c'est en fait un podcast. Et puis, le petit code QR fonctionne, donc si ça vous tente d'aller l'écouter, c'est vraiment un superbe podcast. Moi, je suis en train à chaque fois que je l'écoute. Mais les jeunes, ensemble, ont décidé d'identifier eux-mêmes c'est quoi qu'ils avaient le goût de parler sur les 3 piliers. Et en fait, ils ont eux-mêmes défini leur script. J'ai participé à rien de ça. C'est leur donnée. Vous savez, hein, en recherche autochtone, la donnée appartient aux communautés. Mais ça, c'est vraiment un exemple où est-ce que les jeunes ont décidé de ce qu'ils voulaient faire, de ce qu'ils voulaient parler. Et en fait, ils ont enregistré un podcast où est-ce qu'ils parlent des 3 piliers de leur vécu. C'est sur Spotify. L'art qui est ici, ça a été fait par une des jeunes personnes dans le groupe. Donc, c'est vraiment un projet qui est par et pour. C'est vraiment magnifique. Et la seule chose que je vous dirais que j'ai fait, c'est d'écouter le podcast pour, à la fin, faire un petit peu d'édition parce que ben, c'est long et c'est plate. Je vais le faire pour vous. Puis aussi m'assurer que les choses qui étaient dites dans le podcast, si je trouvais qu'il y avait des choses qui peut-être pouvaient nuire à la confidentialité parce qu'ils ont pris des pseudonymes. Ben, tu sais, leur flaguer ça. Puis leur dire, ben, écoutez, ici, moi, je trouve que peut-être, faites attention, avez-vous le goût de le mettre? Oui, vous êtes conscient que oui, parfait, OK, on le laisse. Mais vraiment pour essayer de les aider parce que quand on est nous-mêmes en train de parler, des fois, on ne voit pas comment on peut se faire reconnaître. Fait que ça, c'est un super beau projet. Puis, ça, en fait, c'est des collants qu'on a fait, puis on en a laissé à Fierté Montréal l'année passée, puis on en a mis un petit peu partout. Fait que l'idée, c'était de laisser ça, en fait, dans la ville pour que les gens puissent aller écouter le podcast. Deuxième projet vraiment, vraiment rapide, et ça nous emmène en fait à faire le cercle avec ce qu'elle disait au début, c'est que les jeunes ont trouvé qu'il manquait vraiment, qu'il y avait vraiment un problème d'accès aux services. Et ça, c'était extrêmement problématique. Je vous ai dit, les jeunes personnes trans et autochtones font face à différents problèmes, mais l'accès au niveau culturel, puis après ça, les soins d'affirmation de genre comme personne trans. Donc, où on va? Et là, ben, il parlait, par exemple, on avait besoin d'un service de doula qui pourrait nous accompagner du début de l'affirmation jusqu'à après, par exemple, une intervention. On aurait vraiment besoin d'endroits où est-ce qu'on va pouvoir avoir des soins qui sont traditionnels. Il faudrait vraiment réfléchir à ça. Et ce qu'on a fait finalement, c'est que c'était vraiment très, très commode parce qu'elle réfléchit sur le projet. Donc, on était en fait sur les 2 projets en même temps et on a dit, ah,
il y a peut-être un lien à faire ici. Et donc, on a commencé à avoir des discussions entre la Clinique Mauve présentement et en fait 2 autres groupes de personnes autochtones à Montréal, Réseau des communautés autochtones de Montréal, qui, un des jeunes travaille maintenant, et Diane Labelle, qui est une personne qui est bien connue à Montréal, qui est en train aussi de développer des services pour les personnes plus que vite. Et les choses vont vraiment bon train. Et donc, je veux vraiment remercier Ed et la clinique de faire avancer ce projet-là parce que ça va vraiment très, très bien. Je veux finir, j'ai fini. En plus de ces actions-là, j'ai dit le quoi, le pourquoi, le comment, je vous dirais que comme un bénéfice, en fait, d'avoir participé à ce groupe-là, et ça, c'est juste des citations que les jeunes ont laissées, en fait, sur le flip chart durant la dernière rencontre. Vous voyez, ça a apporté une stabilité, ça leur permet d'apprendre sur eux-mêmes, bouffer d'air frais, etc., etc. Fait qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ce projet de recherche-là a créé des safe spaces. Et puis, les jeunes sont aussi encore en contact sur un groupe Facebook et ont l'opportunité de continuer à réseauter et à créer leur safe space. Fait que je voulais juste vous donner cet exemple de recherche qui, en fait, montre comment, avec une subvention pour faire de la recherche empirique, pour développer des connaissances nouvelles, qui sont vraiment très cool comme connaissances nouvelles, c'est important, mais il y a aussi des opportunités quand on utilise des méthodologies qui sont engageantes, puis qui sont engagées, en fait, de régler, en fait, des difficultés qui émergent à même le projet de recherche en intervention. C'est ça que je le répète. Voilà.